qui ont déclaré leur réseau d'assainissement, puisque lui, il est vraiment enterré. 50% c'est donc la direction des routes, 50% la direction d'économie des territoires, avec uniquement le site Espace Entreprise Méditerranée. Donc le CG exploite peu de réseaux en propre. Par contre, pour les communes, j'imagine que ça va être beaucoup plus. Nous, on a assez peu de réseaux, mais ça n'a pas été si facile que ça. Voilà à quoi ressemble le volet exploitant du téléservice. Donc avec la liste, je ne sais pas si vous la voyez bien, avec la liste des ouvrages déclarés. Donc on y met un code, une dénomination de l'ouvrage, la catégorie sensible, non sensible, on y met un contact et une emprise de zonage. On va le voir tout de suite après. Pour faire simple, on a de l'éclairage public, assez peu, généralement hors agglo, puisque l'éclairage public de nos giratoires est généralement confié aux mairies par convention. Donc c'est souvent des ouvrages hors agglomération dont les communes ne veulent pas l'entretien à raison. Ensuite, nous avons les stations de comptage routier automatique, donc les fameuses boucles qui sont sous les routes et qui permettent de compter les véhicules. Les 3/4 de nos stations de comptage sont alimentées par panneaux photovoltaïques et donc ne sont pas concernées par le guichet unique. Une partie d'entre elles sont automatiques et envoient les données par téléphone et sont alimentées de manière autonome. On appelle ça les stations Ciredo. C'est celle-là que nous avons déclarée. Ensuite, nous avons un panel assez important de feux clignotants d'avertissement de danger, généralement à des endroits accidentogènes. Donc voici un exemple. Des panneaux à messages variables qui affichent donc l'état des routes. Donc là aussi un certain nombre sur le département. Et des radars de bouchons au niveau du Pertus notamment. J'ai pas de photo, désolé. Alors comment ça se passe au niveau de la classe de précision? Nous avons donc une précision très médiocre, uniquement aucun ouvrage en catégorie A. Donc, je répète, à 0,4 à 0,5 mètres en XYZ, nous n'en avons aucun. Nous avons 12 ouvrages avec des plans de récollement que nous pouvons considérer en catégorie B, donc entre 0,4 et 1,50 m d'incertitude, souvent les récents et les ouvrages importants. Et la plupart des autres sont en catégorie C, au-delà d'1,50 m d'incertitude. Au niveau du repérage, nous, on a procédé avec la bonne vieille méthode de la mémoire des agents, puisque nous n'avions pas de plan, notamment pour les stations et les postes, les panneaux à messages variables. Donc on a utilisé la mémoire des agents pour nous tracer des fois des plans à la main de ce qu'ils savaient avant de partir en retraite. Et puis nous sommes allés sur le terrain avec un GPS repérer les éléments repérables à la surface. Et entre les deux, entre le plan papier et les éléments repérés, on peut avoir une idée, en catégorie C évidemment, de où se trouve l'ouvrage. Voilà ce que donne un relevé GPS. Il s'agit d'AutoCAD Map, n'importe quel logiciel SIG, y compris des logiciels libres comme QuantumGIS, sont utilisables pour tracer l'emprise. Ce qu'on déclare dans le guichet unique, ce n'est pas les réseaux, c'est l'emprise de 50 mètres autour des réseaux. Il s'agit donc du polygone que l'on voit en bleu-violet autour des points relevés. C'est donc un polygone de 50 mètres. Donc effectivement, dans les réponses qu'on va donner aux entreprises qui vont faire des travaux à proximité, ça va des fois être non, vous n'êtes pas sur notre réseau. Mais par contre, on va être contacté puisque l'emprise de 50 mètres va correspondre à l'emprise déclarée par l'entreprise. Donc nous avons pris des points GPS. Il s'agit du giratoire de Sopagli sur la RD 900 entre Sals et Rivesaltes. Donc le giratoire étant sur une ligne droite assez longue, il avait été décidé de mettre des panneaux, des feux de signalisation à 150 mètres du giratoire. Donc nous avons relevé par exemple au GPS ce point particulier. Il y avait aussi branché sur le même compteur l'éclairage public du giratoire en lui-même, qui est évidemment hors agglomération, donc qui n'intéressait aucune commune. Ensuite, nous avons relevé évidemment le compteur, puisque c'est le point de départ du réseau. Et à partir de ces zones-là, avec n'importe quel logiciel SIG, mais bon, il faut la compétence SIG quand même, on va tracer l'emprise de 50 mètres autour du tracé approximatif, évidemment, du réseau. Alors, le format employé pour
téléversé sur le site l'emprise, c'est du SHP, format ArcView. Les coordonnées géographiques, c'est accepté, hein, c'est les coordonnées légales, RGF 93, WGS 84. Personnellement, je l'ai fait au début de la réforme, donc peut-être que ça a changé, mais le RGF 84, le Lambert 93 ne marche pas. Il ne marche que le WGS 84. Bon. Important, avec, dans la donnée attributaire du polygone de la donnée, il faut y rajouter le nom de l'ouvrage dans un champ qui doit s'appeler RFID. Voilà, sachez-le. Bon, de toute façon, tout est expliqué sur le site. Mais bon, ce n'est pas quelque chose qui se fait très facilement, on va dire quand même. Il faut quand même lire la doc. Heureusement, assez récemment, le site de l'État, enfin l'État a mis en place un site via Carmen, la plateforme web service de l'État, qui permet de dessiner à la main son emprise et le logiciel calcule automatiquement le polygone d'emprise autour du réseau tracé et met automatiquement la donnée attributaire dans le SHP, met automatiquement le système de coordonnées géographiques qui va bien. Il suffit après de le rentrer dans le guichet unique. Donc ça, c'est une amélioration qui n'existait pas quand nous, on l'a fait. Maintenant, ça peut permettre à des petites communes ou enfin, en tout cas des collectivités qui ne sont pas équipées de SIG de quand même pouvoir déclarer l'emprise de leur réseau. Alors, si on ne déclare pas l'emprise du réseau, on déclare la commune obligatoirement. C'est donc toute la commune qui est concernée par les demandes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tous les travaux faits sur sa commune, on va recevoir une DT DICT auquel on va devoir légalement répondre en 9 jours ouvrables. Oui. Pardon. Le nom du site, on tape Carmen et puis... Bougez pas. Normalement, je vais essayer. J'ai mis le lien là. Si vous pouvez vous présenter quand vous prenez la parole, ça permettra à tout le monde de savoir. Oui, excusez-moi. Patrick Mouret, hein, cadastre. Non, je disais que tout le monde vous connaissait maintenant. Tout le monde le connaît. Alors, le site du guichet unique, c'est le site de l'INERIS. Vous tapez dans Google « Construire sans détruire » ou « guichet unique », vous allez trouver le site de l'INERIS pour déclarer des chantiers ou déclarer des réseaux. Et le lien est disponible aussi sur le site de l'INERIS. Là, en l'occurrence, c'est carmen-développementdurable.gouv.fr /180. Non, et le mieux, c'est d'aller le chercher sur le site du guichet unique. Ils le mettent, hein, au volet exploitant. Ils le mettent. Donc, c'est un site qui permet d'aller directement mettre en place son chantier. Par contre, là, je suis... Voilà. C'est un dépôt, hein, c'est ça? Je vais le fermer. Hop. Donc ça n'existait pas, nous, quand on a mis en place nos réseaux. Ça va quand même faciliter grandement, je pense, la mise en place des réseaux. Il faut savoir quand même que si on n'avait pas déclaré de suite nos emprises, on aurait été bombardé. On a 36 communes. Hein. Tous les travaux dans les 36 communes, on aurait reçu les DT DICT. Hein. L'enjeu, il est important puisqu'il y a un délai de réponse légale. Tant qu'on n'a pas mis l'emprise géographique sur le site, on est tenu à répondre à toutes les DT DICT sur la commune. On apparaîtra dans le guichet unique en tant qu'exploitant de réseau dans l'emprise de la commune en entier. Donc je vous encourage vivement à aller cartographier les réseaux le plus rapidement possible de manière à ne pas être submergé de demandes. Voilà ce que ça peut donner une fois qu'on a rentré un réseau. Là, il s'agit d'une station Ciredo sur la rocade. Ah non, sur la rocade construite par PMCA d'ailleurs. Il y a une autre question, pardon. Voilà, juste pour rebondir par rapport à ces questions, effectivement, d'être bombardé de demandes. Pour la communauté de communes Albert-Côte-Vermeil, donc on est exploitant pour les réseaux eau, assainissement et éclairage public. Donc on a fait cet enregistrement. On a très très vite fourni les zones d'implantation, donc les fameuses, alors pas en utilisant ce que l'État a mis en place, mais notre propre SIG, parce qu'on avait ça à disposition. Techniquement parlant, on a
quasiment plus... attendez, on a 1200 km de réseau cumulé sur les 12 communes. On reçoit approximativement entre 30 et 40 demandes quotidiennes de DICT. Donc c'est effectivement très très lourd à traiter. Et là, pour l'instant, j'essaie de faire le tour de toutes nos communes membres, parce qu'elles aussi, elles ont leur propre réseau. Alors, elles ne sont pas forcément rendues compte, mais quand on est une petite commune et qu'on a mis des bornes pour le centre-ville, les petits panneaux d'affichage, les fontaines avec les petites pompes, il faut bien les alimenter. Donc c'est très lourd aussi pour elles, et naturellement c'est le même cas de figure que pour vous. Il n'y avait absolument aucune cartographie sur ces données. Donc après votre enregistrement, si vous avez à faire remonter le message, dépêchez-vous vraiment de fournir un zonage. Parce que quand on est contacté pour un changement de poteau France Télécom au milieu de la Pampa, alors que vous n'avez aucun réseau, vous êtes sûr que vous n'avez aucun réseau, mais vous avez une obligation de réponse, ça devient... c'est diabolique à traiter. Donc voilà, c'est quelque chose qui se met... Dans notre cas, on a eu 3 mois la tête sous l'eau. On arrive maintenant à peu près à gérer ça, et on va maintenant se poser la question de l'amélioration de la précision des réseaux. On a de la chance parce qu'on n'est pas en agglomération, donc on a jusqu'à 2026. On a déjà un petit peu plus de temps pour ça, mais il n'empêche que 400 km de réseau d'éclairage public, 12 communes, pour moi 2014 c'est demain, donc ça fait une commune par an. C'est quelque chose qu'il faut entamer très vite. Donc je vous engage sincèrement à vous dépêcher à le faire, parce que plus vite vous attaquez, et plus vite vous serez à l'abri. Voilà, tout en rappelant que si vous n'êtes pas enregistré et qu'on agresse vos réseaux, vous avez plus que vos yeux pour pleurer, puisque de toute façon ça sera entièrement de votre faute. Et si c'est des réseaux dangereux, évidemment, s'il y a des blessés en plus... Alors, je ne parle que d'endommagement de réseau, je ne parle pas effectivement d'atteinte physique. Là, ne serait-ce que l'exposition au risque, ne serait-ce que ça, est déjà lourd en termes d'amende. Et pour rebondir là-dessus, les réponses qui sont hors des emprises quand on a déclaré la commune, ça a l'air facile, on peut très rapidement voir pour quelqu'un qui aime bien les cartes, etc. Mais ça prend toujours un temps, quoi. C'est-à-dire que le temps qu'on repère le réseau, les travaux de l'ADT ou de la DICT, on a déjà perdu 5 minutes, quoi. Donc bon, voilà, quoi. Multiplié par le nombre... Après, en ce qui concerne les déclarations, ça a été un petit peu difficile au début pour les entreprises qui réalisaient des travaux. On a dû faire preuve de pédagogie. Nous, sur le territoire, maintenant, on essaye d'être strict. C'est-à-dire que, effectivement, pas de DT, c'est même pas la peine, c'est pas traité. On est aussi maintenant très vigilant sur la qualité des plans de récollement, puisque l'amélioration des données existantes, c'est une chose, mais les données qui arrivent aujourd'hui doivent impérativement être en classe A, et ça, c'est un autre problème qui touche nos prestataires, puisqu'il y a un cahier des charges qui commence à être assez strict. La norme vient de sortir. Hein. Voilà. La norme qui encadre justement les relevés. Le deuxième volet, il y avait une norme qui était travaux à proximité des réseaux. La deuxième vient de sortir là très récemment, mais c'est un peu le flou encore au niveau des. On sait que les géomètres experts seront automatiquement habilités à travailler en classe A. Alors jusqu'à 2000. Alors moi j'ai posé la question hier par rapport à ces problèmes-là. Jusqu'à 2017, l'État nous a indiqué, faites un petit peu comme vous voulez, essayez de respecter le cahier des charges. Mais à partir du 1er janvier 2017, effectivement, la certification sera obligatoire pour les prestataires, sachant que les géomètres experts seront auto-certifiés. Mais on a encore quelques années où on peut profiter d'autres prestataires, parce qu'automatiquement, en position de monopole, le coût des prestations sera peut-être un petit peu différent. Ok, donc je continue mon exposé. Voilà à quoi ressemble un ouvrage qu'on en a déclaré préalablement. On rajoute donc la commune, hein, c'est obligatoire dans tous les cas. Si on a 2 communes, on va devoir déclarer 2 emprises. En fait, il va couper automatiquement l'emprise. Ça, on n'a pas à le faire, c'est tant mieux.
Et ensuite, on vérifie, on a la possibilité de vérifier que son emprise est bien sur le site. Donc pareil, toujours pareil, Web API Géoportail derrière qui permet de vérifier que ce soit calé. C'est là où justement j'ai vu que à l'époque le Lambert 93 ne fonctionnait pas. Maintenant c'est peut-être le cas. Une fois que c'est fait, on soumet le site et on certifie qu'on est bien le CG66 et pas un Pékin lambda. Pour cela, il y a deux solutions. La première qui coûte assez cher, c'est un certificat électronique. Donc c'est généralement des banques qui les mettent en place. C'est assez cher, il y a un coût par an, je sais plus, je me rappelle plus. C'est autour d'une centaine d'euros par an. C'est autour d'une centaine d'euros par an. La chambre de commerce aussi en délivre, et essentiellement les établissements bancaires. Bon, c'est non seulement un coût, mais une gestion. Un certificat électronique, ça se gère correctement. Si vous commencez à avoir dans votre collectivité 5, 6, 7 certificats, évidemment, il faut gérer les dates de fin, etc. Donc pour les renouveler à temps. C'est une gestion qui est un peu lourde. Voilà. Donc alors au début, quand nous on a rentré nos ouvrages, il n'y avait que le certificat électronique. Bon, nous on en avait, donc l'informatique en avait déjà, donc on en a fait créer une au nom de notre directeur des routes. Désormais, on peut aussi envoyer un formulaire papier et c'est l'INERIS qui va lui-même le faire. Bon, ça va prendre un certain temps, mais on peut l'envoyer en papier. Ça, c'est nouveau. Donc, on peut quand même se passer de certificat, mais bon, c'est beaucoup moins pratique, surtout quand on est en phase de mise en place de la donnée, quoi. C'est très important au niveau des réponses. Il faut s'organiser dans la collectivité, surtout dans les grosses. Comment répondre, quel circuit, notamment au niveau des mails et courriers. Les demandes par mail, fax arrivent dans une adresse mail unique. On a pris le parti de prendre une adresse mail unique, une adresse secrétariat vue 5 jours sur 7. Donc voilà, c'est pas une adresse perso d'un collègue qui va partir 15 jours en vacances. Donc ça c'est important, pensez-y, parce que justement tout à l'heure on avait vu la mairie de Perpignan, c'était une adresse perso. À mon avis, il vaut mieux mettre une adresse qui est vraiment visible, quoi. Ensuite, on dispatche donc aux autres services, en l'occurrence la DET, puis aux agences routières, les 8 agences routières départementales, qui elles reçoivent des fois des demandes par courrier aussi. Ces services-là qui sont directement, c'est eux qui exploitent au quotidien la route, en l'occurrence, ce n'est pas les services centraux, répondent directement et envoient une copie de la réponse au guichet unique. Pour les aider, nous avons rentré dans notre SIG local, pour info, Geomap, MapGuide, web service, nous avons rentré donc les emprises déclarées. Donc vous voyez à peu près, principalement les 2x2 voies et les anciennes nationales. Nous avons donc rentré toutes ces informations, l'information du zonage et quand il y avait les plans dans notre système d'information géographique pour aider les réponses. Ensuite, très important, je vois la deuxième slide. Les points positifs exploitants de réseau. Avant la réforme, les entreprises chez nous envoyaient directement dans les agences routières. Dès que c'était sur RD, ils envoyaient une DICT aux agents. Un petit peu au petit bonheur la chance, alors qu'ils étaient censés aller dans les communes. Désormais, seuls les ouvrages concernés font lieu d'une demande de DT DICT. On a eu quelques problèmes avec DICT.fr, qui n'a pas très bien joué le jeu au départ. Donc, mais on est arrivé à faire entendre raison. On n'est contacté que quand on est sur l'emprise. Donc du coup, on est beaucoup moins contacté qu'avant. Point négatif, mise en place difficile avec les prestataires, je viens de le dire. Faut savoir que les prestataires sont payés par les entreprises qui font des travaux au jeton. Plus il y a d'exploitants dans la liste, plus l'entreprise gagne de l'argent. Résultat, on était dans la liste des exploitants qui ne sont pas directement présents dans l'emprise des chantiers, mais qui peuvent être dans la commune. Donc, et les déclarants devaient nous décocher. Donc ça, on est arrivé à faire entendre dans l'entreprise qu'elle ne nous mette pas dans la liste des optionnels, qu'elle nous mette que quand on était dans, comme le guichet unique, hein, comme le site public, qu'elle nous mette que quand on était concerné. Mais ça a pris quelques mois, et pendant ce mois-ci, on a eu, c'était le début, hein, on a eu à peu près 300 par semaine de bandes d'été DCT. Donc pour maintenant, peut-être 3-4, même un peu moins par semaine. Donc, ce que je viens de dire. Ensuite, bizarrement, ces entreprises, alors que les plans du guichet unique qui sont donnés qui sont dans le dossier qu'on télécharge une fois qu'on a créé notre emprise en déclarant les chantiers, sont lisibles. Il y a même des coordonnées GPS. Les plans envoyés par les prestataires, c'est des plans fax, quoi, où on n'y comprend rien. Ça, c'est un peu dommage. Et ensuite,
C'était tout là-dessus, sur les points négatifs. Alors voilà, le guichet unique, il y a eu des réunions assez houleuses au cours de l'année 2012. Je ne suis pas trop en retard. Si, bon, je vais faire vite, c'est la fin. Donc du coup, l'État a pris conscience de tous les problèmes que je viens de citer et nous a promis, dans un premier temps, une automatisation des déclarations qui permet une vraie dématérialisation, ce qui n'était pas le cas, notamment un standard fichier unique. L'emprise va passer à 20 hectares pour les travaux hors agglomération, ce qui va quand même être beaucoup plus pratique. Ensuite, les formulaires vont pouvoir être pré-remplis du site et donc déjà, ça fera du travail en moins. On le fera, par exemple, il y a 10 exploitants, on va remplir, qu'on fait un fonçage dirigé, etc. Une fois que c'est fait sur le site, les PDF seront pré-remplis, on n'aura pas à le faire 10 fois. Ça, c'est une grande amélioration. Ce n'est pas très important, mais les collectivités locales, qui le souhaitent, pourront être averties des travaux sur leur commune. Bon, il faudra pouvoir gérer. En conclusion, le guichet unique va quand même permettre une augmentation de la sécurité. C'était le but de la réforme, puisqu'elle venait après des gros accidents sur des réseaux de gaz, notamment, dans les années 2000. Ça va permettre vraiment une cohérence de la donnée, une donnée centralisée au niveau de l'État et plus au niveau des communes, donc ça va permettre d'être plus cohérent. Pour l'instant, à notre niveau, on a des problèmes de rupture numérique et de multiplication des dossiers. Bon, on espère que ça va se mettre en place normalement après l'été. Ensuite, les difficultés avec les prestataires. Malheureusement, les prestataires, c'est sur les gros exploitants, ceux qui sont présents partout. Et ensuite, une réforme qui va coûter aux collectivités. Alors, coûter à quel niveau? Au niveau des relevés. Tout le monde n'a pas un GPS, tout le monde n'a pas la compétence GPS, des gens qui peuvent relever au GPS. Les relevés existants, c'est le géoradar, les sondages, ça coûte assez cher. Ensuite, les sondages complémentaires en tant que déclarant, en tant qu'exécutant de travaux, seront en partie à la charge du maître d'ouvrage quand ils sont en catégorie B ou C. Donc ça risque d'être un petit peu aussi, c'est payé à moitié par l'exploitant, à moitié par le déclarant. Ça va quand même surenchérir au niveau des projets. La redevance, on n'en a pas parlé, mais c'est une espèce de calcul entre le nombre de communes et le nombre de kilomètres. Pour l'instant, on n'en paie pas. Je ne sais pas si dans la salle, certains pourront dire leur expérience au niveau du coût de la redevance. Pour l'instant, nous, on n'en paie pas. On a peu de réseaux. Ils sont arrangés pour que les communes ne soient pas trop impactées par le coût de la redevance, mais il y a quand même un coût. Ensuite, et le plus important, la raison pour laquelle il y a une intervention dans ces journées SIG, c'est qu'un SIG ou une compétence SIG sont indispensables pour la mise en place de cette réforme. Et donc, se pose la question des petites communes qui vont peut-être avoir du mal à mettre en place cette réforme sans outils SIG ou sans compétences SIG. Je vous remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas pendant que les deux prochains intervenants prennent place. Oui. Nom, prénom. Bonjour, Frédéric Porte, communauté d'agglo Perpignan-Méditerranée. J'aurais voulu savoir combien vous étiez de personnes à travailler sur cette réforme, enfin la mise en œuvre de la réforme. Et quels conseils vous pourriez donner sur la mise en œuvre en termes de ressources humaines? Merci. Alors nous, ça s'est passé comme ça. On a le service des routes, comme il avait une veille à ce niveau-là juridique assez efficace, on a posé la question aux autres services du Conseil général comment mettre en place la réforme. Les routes ont été pilotes. Aux routes, il y avait, moi, pour la partie SIG, la mise en place sur le guichet unique des emprises. Donc un géomaticien est indispensable. Et un collègue à moi qui vient de partir en retraite, qui était donc un vieux briscard de la DDE, service des routes, qui connaît donc bien les contrats. Pardon ? Oui, pour le côté réglementaire, qui donc lui a fait la partie réglementaire. Donc il y avait donc 2 personnes qui étaient en pilote pour la mise en place réforme générale. Au niveau de l'organisation, donc c'est le secrétariat de la direction des routes qui répond donc au DT DICT. Nous en avons assez peu, donc ça pose pas trop de problèmes. Mais bon, c'est visualisé tous les jours. Il y a une continuité. Donc le conseil, c'est pour les réponses, il faut que ça soit en continuité service public, quoi. Enfin, vraiment comme tout ce qui est astreinte, etc. Il faut un numéro d'urgence avec les ouvrages sensibles. Il faut déclarer un numéro d'urgence, un 06.
Donc nous, on en avait un, un numéro d'astreinte, donc on n'a pas eu de problème. Les communes qui n'en ont pas, je ne sais pas si ça... Enfin, voilà, donc il faut mettre en place un numéro d'urgence pour les ouvrages sensibles, 24 heures sur 24, là, sur le coup. Donc voilà, c'est une vraie astreinte. Donc bon, nous, on s'est servi, on a eu de la chance, on est une grosse collectivité, on avait déjà des outils d'astreinte, donc on les a utilisés. Maintenant, des communes qui ne les ont pas, je ne sais pas. Ensuite, il faut savoir que la réforme, pour les travaux en régie, il faut que les personnels soient aussi formés pour les travaux à proximité des réseaux. Donc il y aura tout un volet formation, et là par contre chez nous ça concerne des centaines de personnes, tous les agents des routes en fait, comme un CACES. Ça on ne sait pas si le CNFPT qui va le mettre en place, on ne sait pas encore. On a posé la question, on n'a pas encore la réponse, mais les agents habilités à travailler à côté des réseaux, hein, une fois que c'est piqueté par les exploitants, ils vont devoir être habilités. Donc ça aussi ça veut dire formation, coût de formation. Je ne l'ai pas mis dans le slide, mais c'est vrai que c'est important. Et après, ça dépend du nombre de réseaux. Si vous avez 200 réseaux et 14 km, voilà, ça dépend du nombre de réseaux. Hein. C'est pas pour rien que les grosses entreprises, GRDF et ERDF, ont mis en place, ont lancé ça dans un prestataire spécialisé. Hein. C'est parce qu'eux, ils en ont des milliers. Hein. Donc oui, il y a une vraie réflexion en termes de circuit de réponse. Et surtout, en termes de circuit de réponse, ça faisait partie d'une slide, il faut toujours qu'on sache si ça a été répondu parce qu'il y a une obligation légale. Donc il ne faut pas que ça soit une personne lâchée dans la nature qui répond dans son côté, dans une agence routière, dans un centre d'exploitation. Il faut qu'elle puisse renvoyer l'information de manière qu'on sache s'il y a des problèmes juridiques au niveau des contentieux, qu'on soit dans les clous, quoi. Ça, peut-être, c'est plus facile pour une petite collectivité que pour une grosse. Voilà. Moi, j'aurais une question par rapport à ton intervention. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'en fait, la grande nouveauté réside dans la géolocalisation des travaux. Ce qui est vraiment nouveau aux yeux de tout le monde, quelle que soit la collectivité. Ça demande à faire entrer une culture SIG en fait, dans la collectivité, dans les directions opérationnelles. Est-ce que tu peux faire un retour justement sur ce que tu as pu voir sur le Conseil général ? Oui, la géolocalisation, c'est la partie fondamentale. D'abord l'emprise de 50 mètres autour des réseaux, mais aussi la géolocalisation précise des relevés, tu en as parlé. Ça veut dire la possibilité d'avoir des plans catégorie A de récollement, de les demander aux entreprises et de les vérifier, et les faire vérifier par un géomètre aussi d'ailleurs. Mais les opérateurs sont réticents à ça, justement, à cette nouvelle procédure. Pour l'instant, c'est le flou. La norme, elle vient de sortir. Donc, c'est vraiment le départ. Ce qui, d'ailleurs, pose un problème pour 2019-2026, puisque si c'est déjà le flou aujourd'hui, comme tu disais, les plans qu'on a à l'heure actuelle sur les travaux, la livraison de la rocade, etc., on ne les a pas en catégorie A, au terme stricto sensu. Aucun géomètre, pour l'instant, certifie. Voilà. Et en plus, il faut pouvoir les vérifier. Enfin, je veux dire, il y a aussi toute cette phase-là. Donc, non, pour l'instant, c'est le flou, on va dire. Si tu as des précisions là-dessus. Non, si je peux me permettre, c'est que je pense que la culture dans la collectivité du SIG, si elle existe déjà, le message passe beaucoup. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Ça a été un changement pour tout le monde, y compris pour nos agents aussi qui doivent déclarer. Ils utilisaient déjà un prestataire qui était DICT.fr qui s'appuyait sur un aspect du SIG quand même, puisque on indiquait quand même des zones de travaux. En ce qui nous concerne, c'est pas compliqué. Le message passe bien et du coup, l'envie d'utiliser l'outil SIG pour les agents au quotidien devient beaucoup plus fluide. Et du coup, c'est les élus dans chaque commune qui commencent à se rendre compte qu'il y a une approche intéressante parce qu'on touche aux travaux, on touche à son propre réseau. Donc, à mon avis, c'est un bon moyen de faire naître encore plus d'envie de SIG un peu partout, y compris dans les petites communes. Pour rebondir sur ton propos, nous avons posé la question au ministère du Développement durable, M. Bosch, qui donc pilote la réforme, en disant mais comment vont faire les petites communes, etc. Et la réponse a été tournez-vous vers des prestataires privés. Effectivement, alors il faut savoir que si on n'exploite pas directement son réseau, si on le passe à une régie publique, si on le passe en délégation de service public, c'est par exemple si on passe son assainissement à la SOR, c'est la SOR qui va déclarer et qui va répondre. Donc on passe totalement le bébé. Si on à n'importe quel prestataire, qu'il soit public ou privé, c'est plus nous qui gérons. Donc la réponse a été passez vos réseaux soit des prestataires privés, soit à des communautés de communes qui ont la compétence.
Voilà, c'était ça la réponse. Donc au-delà des réticences, en fait, c'est le contraire, c'est que c'est un bon moyen pour démocratiser le SIG dans les collectivités. Voilà. Très bien, merci de ta présentation, Yvan. On va accueillir donc Fabrice Surville et Olivier Lagaillarde qui vont nous présenter en fait une autre plateforme métier qui, elle, est centrée sur le numérique, à savoir les travaux au débit, c'est ça ? Bonjour à tous. Donc nous allons vous présenter la plateforme de services Dixit sur une autre thématique qui est celle du développement numérique du territoire. Donc avec Olivier Lagaillarde de l'association SIG-LR. Donc nous allons vous présenter Dixit avec une introduction sur les actions de Perpignan Méditerranée sur le thème du très haut débit et une présentation de l'application qui tourne sur le web. Et enfin, justement, un volet sur Dixit et le sujet qu'on vient de voir qui est donc DTDICT. Alors, en guise d'introduction, pourquoi Dixit ? Parce que d'abord, il y a un programme national très haut débit qui a été lancé avec un objectif de fibrage et de développer le très haut débit sur tout le territoire français, un programme jusqu'en 2025, afin de changer de dimension, de passer du cuivre à la fibre optique, développer les infrastructures numériques. Et donc, dans ce cadre-là, puisqu'on a plusieurs acteurs maintenant, il n'y a plus uniquement France Télécom, pour tout ce qui est diffusion de télécom. On a aussi diverses entreprises privées qui ont des réseaux. Il y a des collectivités qui développent des réseaux pour développer le très haut débit. Et donc, il y a la question de la mobilisation, de la mutualisation des capacités et d'investissement, puisque le programme va coûter plusieurs milliards. Voilà. Donc, aujourd'hui, Perpignan Méditerranée travaille sur cette problématique et collabore, puisque une action régionale sur le développement, sur l'aménagement numérique, l'État et la région ont en effet développé donc un programme, une stratégie. On a aujourd'hui un schéma directeur qui a été validé en début d'année. Entre parenthèses, la communauté d'agglomération est en zone AMI, c'est-à-dire qu'un opérateur qui est France Télécom s'est déclaré pour travailler sur le fibrage de toute l'agglomération de 2012 jusqu'en 2025. Et donc, nous suivons ce dossier de très près pour que le développement du très haut débit puisse s'opérer dans les temps sur notre territoire. Mais par rapport à cela, donc, nous, la communauté d'agglomération, soutenant financièrement l'association SIG-LR, nous travaillons sur cette problématique et donc sur l'application Dixit aussi. Alors, entre parenthèses, pour vous apporter quelques précisions, Perpignan Méditerranée travaille au sein de la direction du développement de l'économie et de l'emploi sur un SIG Télécom, c'est-à-dire cartographier l'ensemble de nos infrastructures télécom, c'est-à-dire fourreaux et chambres, sur toutes nos zones d'activité et sur les différentes voiries d'intérêt communautaire. Voilà. Donc là, vous avez une illustration sur Torremila-Roussillon des infrastructures dans le parc d'activité Torremila-Roussillon. Et donc, par rapport à tout ça, une application web qui est Dixit, pour déclarer dans l'ensemble des travaux. Pour cela, donc, Olivier Lagaillarde va vous présenter plus en détail ce dispositif, puisque SIG-LR est le pilote concernant cette application. Merci Fabrice. Bonjour, donc moi je suis Olivier Lagaillarde et je travaille donc chez SIG-LR et je m'occupe du SIG Télécom. Donc
on va commencer par quelque chose d'un peu rébarbatif, puisque je vais rapidement vous présenter le contexte dans lequel Dixit a vu le jour. En fait, c'est le texte de loi de la loi dite la loi Pinta du 17 décembre 2009 qui a été à l'origine de tout ça, via son article 27 qui introduit en fait l'article L49 du Code des postes et des communications électroniques. Donc, en fait, cet article impose au maître d'ouvrage, dès que la programmation des travaux est connue, d'informer de manière systématique toutes les collectivités ou groupements de collectivités qui sont désignés par le schéma directeur d'aménagement du territoire. Au niveau du Languedoc-Roussillon, donc le schéma directeur a été acté début février, et dans ce schéma directeur figure Sigala comme étant le référent en matière de déclaration des travaux sur Languedoc-Roussillon. Donc tout maître d'ouvrage qui doit faire des travaux doit donc les déclarer auprès de Sigalair via la plateforme qui a été mise en place. Donc quels sont les types de travaux concernés? Donc on va dire que c'est tous les chantiers sur le domaine public. Il y a une longueur minimale significative à respecter qui est de 150 mètres en agglomération et de 1000 mètres hors agglomération. Le texte de loi ne précise pas, n'est pas très précis au niveau des délimitations de ce qui est en agglo et ce qui ne l'est pas. Donc on a pris le parti de s'appuyer sur les recommandations du CT de l'Ouest pour se servir des zones d'unité urbaine définies par l'INSEE. Donc ce texte et toutes les délimitations des communes se trouvent également en téléchargement sur le site Dixit. Donc les chantiers sur le domaine public, ça concerne donc les opérations de surface qui nécessitent un décapage du revêtement et de sa réfection ultérieure. Donc ce peut être un passage d'une route en 2x2 voies, d'une réfection de l'enrobé, d'une création d'un barreau autoroutier, etc., etc. Ça concerne les opérations sur les réseaux enterrés. Donc les réseaux enterrés, c'est le creusement de tranchées. Creusement de tranchées en vue de réaliser donc des travaux sur des réseaux souterrains. Et enfin, les opérations sur les réseaux aériens, comme le renforcement d'une ligne électrique, par exemple. Quelles sont les conditions d'accueil? Donc, pour une collectivité ou un opérateur de télécommunications, s'il veut participer aux travaux, il y a quand même 3 conditions à respecter. La première d'entre elles, c'est que ces travaux supplémentaires ne doivent pas gêner l'opération de sécurité du dit réseau. Et donc, il faut que ce soit compatible avec le fonctionnement normal du réseau. Il faut qu'une demande, ça on le verra un petit peu après, qu'une demande de mutualisation des travaux suite à la publication des travaux n'excède pas 6 semaines. Et enfin, le dernier point concernant les conditions d'accueil, ça concerne que, bien effectivement, que la prise en charge des coûts supplémentaires soit prise par ce demandeur et qui doivent s'acquitter d'une part équitable au niveau des coûts qui sont pris en commun. Donc, rapidement, les avantages de ce dispositif, quels sont-ils? Vous, collectivité ou opérateur de communication électronique, vous pouvez contraindre un maître d'ouvrage à vous accueillir dans ces tranchées et de facto devenir propriétaire par la suite des fourreaux posés lors de ces travaux. Le deuxième avantage, c'est que on sait que 80% des coûts des travaux relèvent du génie civil, donc ça permet de faire un gain financier à ce niveau-là, au niveau du génie civil. Troisième avantage, ça concerne la répétition des travaux et puis les nuisances pour les habitants et les risques d'incidents qui peuvent être créés lors de ces travaux. Et enfin, donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure au niveau du fait d'être propriétaire, ça peut permettre de générer des redevances au niveau des locations futures des fourreaux. Donc voilà. Très bien. Alors pour la partie contexte et dispositif. Donc cette application web existe donc depuis début 2012, c'est ça? Mais elle existe 2013. D'accord. Et donc il y a d'autres plateformes qui existent aussi. Donc c'est. Alors effectivement, depuis peu, le CT de l'Ouest a mis en place
sur son site une cartographie de toutes les initiatives, on va dire, départementales qui ont été entreprises. Donc on peut relever qu'il y a 54 départements qui sont engagés dans un dispositif Internet. Donc il y a 6 régions, comme je le note, et 2 CG qui sont avec le système Tapir. Donc Tapir, c'est la première initiative qui a été prise par le CREG et qui en fait a inspiré tout du moins 6 régions et 2 CG. Donc on a récupéré les codes sources de ce site pour l'adapter au Languedoc-Roussillon. Donc en Languedoc-Roussillon, on a aujourd'hui sur Dixit 15 travaux déclarés et donc 30 structures inscrites. Voilà, 30 inscriptions, dont certains gestionnaires de réseau comme France Télécom Orange, comme Lyonnaise des Eaux, ERDF. Et Perpignan Méditerranée. Et au niveau des collectivités, Perpignan Méditerranée, depuis peu. Et quelques mairies également. Alors concernant le fonctionnement de cette plateforme, vous avez un schéma fonctionnel de cette plateforme. Donc on va vous présenter rapidement son fonctionnement et aller directement sur le site. On n'a plus trop de temps. Allez. C'est ça. Donc, juste pour au niveau de la procédure, juste dire que la mise en œuvre du site Dixit et de cette nouvelle procédure, ça permet de réaliser une déclaration simplifiée par rapport à ce que préconisait en premier lieu le texte de loi. En gros, ce qui était prévu, c'était de dire que tout se ferait par des flux au niveau de courrier et que, in fine, les publications soient faites par les préfectures via des journaux d'annonces légaux. Donc vous pouvez imaginer qu'en termes de productivité, d'efficacité et de transmission de l'information, c'était un peu compliqué. Donc l'apparition de toutes ces plateformes régionales de type Dixit permet de singulièrement augmenter la productivité. Donc très simplement, lorsqu'un travaux est déclaré, la partie bleue, sur la plateforme Dixit, le maître d'ouvrage reçoit un accusé de réception et dans le même temps, tous les opérateurs de communication et collectivités concernées reçoivent cette publication. Donc tout se fait de manière concomitante. Dès lors qu'une collectivité ou un opérateur est intéressé, c'est le flux du haut. Il a 6 semaines pour répondre toujours par email au maître d'ouvrage, dont le contact email figure sur cette déclaration. Voilà en gros comment ça se passe au niveau du flux. Alors on va sur le site ? On peut aller sur le site rapidement pour voir que c'est pas compliqué. Au niveau de la déclaration, il n'y a pas grand-chose à renseigner. Peut-être que tu peux te loguer avec ton... je ne sais pas si on a le temps, mais... Ton login. Ça serait, pour accéder aux travaux, ça serait peut-être plus... Vous avez 10 minutes. D'accord. Alors, on va le faire après, ouais ? Ou de suite ? Si tu veux avoir accès aux travaux, d'accord. Donc la partie du haut vous permet de vous inscrire, donc l'inscription est validée par un modérateur. Sont habilités à s'inscrire uniquement les collectivités et les opérateurs de télécom. Donc là, on peut aller sur l'onglet publication des travaux. J'y vois pas grand-chose. Je ne sais pas si vous-même vous y voyez quelque chose. C'est vraiment petit. Devant bas. Donc, quelques champs sont obligatoires, ils sont notés avec un astérix rouge. Certains champs sont pré-remplis avec le profil de l'utilisateur. Voilà, en fait, on a l'organisme et donc le nom du contact avec nom, prénom, téléphone et courriel. Voilà. Ensuite, les champs obligatoires sont quel est le type de travaux envisagés, si c'est du... Aménagement de surface, réseau aérien ou souterrain. Voilà, et les dates de début et de fin de chantier à renseigner. Il existe aussi en dessous un encart pour spécifier la nature des travaux si c'est le souhait du maître d'ouvrage. Il peut également uploader un fichier
décrivant la nature des travaux qui vont être entrepris, mais ça n'a pas un caractère obligatoire. Et enfin, il dépose une balise sur la carte, approximativement à l'endroit où les travaux auront lieu. Donc c'est un ponctuel qui est juste apposé à l'endroit des futurs travaux. Si on réalise cette opération, on s'aperçoit que la latitude-longitude est remplie de manière automatique, ainsi que la ville et le département. Voilà, donc c'est juste à titre d'information pour montrer où les travaux auront lieu. Une fois tous ces renseignements remplis, le maître d'ouvrage se valide, et c'est dès lors que on ne va pas le faire. C'est le site de production. Voilà. Et donc le site va automatiquement être publié sur la plateforme. Il n'y a pas de modération en matière de déclaration de travaux. On a considéré que le déclarant était responsable de ce qu'il faisait, quoi. Alors là, on peut voir par exemple que à Saint-Estève, au mois de mai, RTE a déclaré donc une création d'une ligne souterraine de 225 000 volts, donc entre Bachas et Saint-Estève. Vous voyez là, devinez un petit point qui représente en fait une localisation approximative du projet de travaux. D'une longueur de 8000 mètres, c'est ça? Voilà, une longueur de 8 km. Donc typiquement, voilà, si une collectivité ou un opérateur de télécom tombe sur cette annonce, il a 6 semaines à partir du 6 mai. La déclaration a été faite le 6 mai, c'est ça, a priori, pour se manifester auprès de Jean-Pierre... de Jean-Pierre Dignement, voilà, de RTE. Donc en envoyant un mail simple en disant je suis intéressé pour en savoir un peu plus sur la nature des travaux, pour avoir le tracé plus précis, parce que vous pouvez constater que là, c'est dans des évolutions futures, on projette effectivement de pouvoir déposer des polylines, des linéaires pour avoir la nature précise du tracé. Donc de se renseigner auprès de ce maître d'ouvrage pour avoir plus de précision et de pourquoi pas participer aux travaux. Très bien. Donc juste un petit mot là, on peut peut-être vite balayer le site. C'est le cœur de la plateforme, cette déclaration, mais il y a aussi la possibilité de consulter les travaux, d'être informé, donc là c'est par flux RSS, ou bien de solliciter l'envoi par mail des travaux lors de leur publication. Une des évolutions également prévues, c'est de permettre à l'utilisateur de n'être informé que sur son territoire de compétence, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la personne qui va s'abonner va recevoir les travaux publiés sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon, donc ce qui peut être à terme assez pénalisant en termes de bourrage de boîte mail. Donc on va faire une évolution là-dessus. Et donc au niveau voilà, c'était pour dire au niveau d'être informé des travaux. Et enfin l'onglet préconisations pour CCTP. Donc là c'est il y a un descriptif qui permet de décrire ce qui doit être demandé dans le CCTP pour obtenir des plans de récollement numériques, on va dire, pour après pouvoir exploiter les données de manière plus efficace dans un SIG local. Donc voilà, en gros, c'est pas compliqué, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf que c'est quand même une contrainte, et que dans le cadre qui est le nôtre et de la présentation précédente avec le guichet unique, ça vient rajouter encore une contrainte, et j'en suis conscient, aux maîtres d'ouvrage et aux collectivités, une contrainte en temps et pécuniaire, bien évidemment. Alors justement, on a donc deux plateformes, DTDICT qui vise la sécurité des réseaux, construire sans détruire, et Dixit qui, lui, vise plutôt l'aide au déploiement du très haut débit, donc qui est focalisé sur l'aménagement numérique du territoire. Grâce à cet outil, l'objectif c'est d'être informé le plus tôt possible, que les collectivités ou les opérateurs qui posent des fourreaux soient informés le plus tôt possible des futurs travaux d'autres structures, afin de voir s'il est opportun de développer son propre réseau en mutualisant les travaux.
Donc, l'idée, c'est de, voilà, comme tu le dis, donc c'est vraiment d'insister sur la notion de complémentarité des deux plateformes. Hein. On ne poursuit pas les mêmes objectifs. Maintenant, c'est vrai que je me mets à la place des déclarants et en regardant de plus près, on s'aperçoit que le contenu des déclarations n'est pas au final si éloigné que ça. Ce qu'on vient juste de voir avant au niveau de la plateforme et des champs à remplir, lors de la déclaration de la DT ou bien DT DICT conjointe, on s'aperçoit que c'est peu ou prou les mêmes données. Par contre, là où ça se corse, c'est au niveau du timing de la déclaration. Donc j'ai essayé d'aller à la pêche aux infos, à savoir quel était le timing pour la déclaration des DT et des... Bon, on a vu qu'au bout de 3 mois, les DICT devenaient, ou DT devenaient caduques, donc il fallait de nouveau en refaire une. Maintenant, je ne connais pas précisément, on va dire, à quelle échéance se fait des travaux la déclaration. C'est important pour savoir si il peut y avoir une convergence entre une plateforme type Dixit L49 et le DT DICT. A priori, hein, de ce qu'on pressent, c'est que dans la plateforme Dixit, les travaux ont lieu bien en amont que ce qui peut se faire dans le guichet unique. Donc ça peut, voilà. D'où la question, je finis juste là-dessus, puisque forcément les questions vont arriver là-dessus, sur un rapprochement des plateformes. Donc on a remonté ce souci de la part des utilisateurs auprès des instances nationales et auprès de la DATAR et du CTO de l'Ouest, en leur disant que forcément ça commençait à grogner, que la concurrence des deux plateformes était mal vue. Donc ça commence à bouger. Donc prochainement, le CT de l'Ouest va publier une fiche. Ils vont faire le point sur le L49 versus DT DICT, et qui s'intitulera « On clarifie, on explique le problème, mais par contre on ne le résout pas ». Bon. C'est un début. Commencer par là. C'est déjà ça. Ça, c'est la première étape. Et la seconde étape vise à créer un groupe de travail national, justement, qui va réunir Ineris, la plateforme de réseau canalisation, et les autres acteurs qui sont impliqués dans le L49 pour essayer de, pourquoi pas, trouver un point d'entente et pourquoi pas, à terme, essayer de récupérer les données qui sont injectées dans le guichet unique pour les rediriger, on va dire, vers les plateformes régionales. Enfin, moi, ça serait mon souhait pour que tout ça fonctionne mieux. Très bien. Alors, en guise de conclusion, on va terminer sur le volet plus SIG, hein, puisqu'il y a une information aujourd'hui dans Dixit obligatoire qui est renseignée via un ponctuel la localisation des futurs travaux. Obligatoire, par contre, on a pu constater que bon nombre ne connaissaient pas la loi du L49, donc a fortiori ne déclaraient pas, mais même ceux qui la connaissaient ne déclaraient pas dedans. Voilà. Donc obligatoire, entre guillemets, je dirais. Alors, en tout cas, donc, ces données donc, gérées par Sigeler sont enregistrées où? Alors, sur les web services de Sigeler. Ça, c'est un projet. Ça, c'est un projet. Dixit est donc la première brique du site télécom que souhaite mettre en œuvre Sigeler. Donc Dixit est forcément la première brique de tout ce vaste projet. Mais on a bien le ponctuel qui est enregistré. Il est dans Dixit. Il est dans Dixit, qui est sur un des serveurs, de l'association. Tout à fait. Ouais. D'accord. Donc là, vous voyez donc les perspectives au niveau SIG, puisqu'on a... là, on prend l'exemple de Perpignan-Méditerranée, qui s'intègre dans toute la problématique du très haut débit, qui intègre les futurs travaux dans Dixit, mais qui est aussi informé des futurs travaux d'autres collectivités ou d'autres opérateurs sur son territoire, et qui aussi peut avoir accès aux infrastructures. Hein. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, donc, typiquement, ce SIG régional qu'on veut mettre en place, c'est pour aider des collectivités comme Perpignan-Méditerranée, par exemple, au niveau de la préparation. Bon, vous, c'est un peu particulier, vous êtes dans le déploiement dans les zones d'activité, mais puisque vous êtes dans une zone AMI, mais des collectivités du DPO seront
amener peut-être à réfléchir sur le déploiement du FTTH sur ce territoire. Donc ça permettra d'aider à la préparation des différents schémas d'ingénierie qui pourront avoir lieu dans ce cadre-là, en ayant accès aux infrastructures existantes, que sont les données des opérateurs télécoms, d'une part, et des réseaux mobilisables d'autre part, des réseaux de type RTE, RDF ou autres. Donc, dans le volet préparation, donc, il y a ces infrastructures donc, existantes, mais il y a, comme tu disais à l'instant, Dixit aussi, avec la connaissance des futurs travaux, et regarder si ces futurs travaux peuvent se caler sur des éventuels, sur les schémas d'ingénierie qui seront élaborés. Et puis il y a le deuxième volet au niveau de la gestion également, qui peut aider les collectivités à gérer le patrimoine qui sera déployé dans le cadre du déploiement du très haut débit. Et là, donc, ça sera le volet, on va dire, de stockage et de consultation et de stockage d'une base de données régionale de type GRAS. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Donc, c'est un modèle conceptuel de données qui permet de structurer les données des infrastructures de communication électronique. Donc voilà à peu près les objectifs qu'on s'est fixés déjà pour une version 1 pour le début 2014, on va dire. Et les évolutions de Dixit également pour début 2014. Si on peut conclure, s'il vous plaît. Voilà, merci pour la conclusion. Pas de rien. S'il y a des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. On a un temps pour les questions. Si le prochain intervenant peut s'installer en attendant. Merci. Oui, bon. C'était pour répondre à ta question sur l'interaction entre le guichet unique et Dixit. 3 mois, c'est la durée légale d'une DT. Nous, les projets, c'est 10-12 mois avant. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, il y a une DT qui est faite au stade DCE et une DT qui est faite avant les travaux. Donc vous renouvelez la DT. Il faut la renouveler. Donc normalement, si on prenait 3 mois, bêtement, on ferait 3 DT. On en fait souvent 2, une à la phase projet, une avant les travaux. Mais c'est bien 12 mois avant, donc ça pourrait communiquer. Ça pourrait alors communiquer. Ça pourrait communiquer. Voilà. Et quid du DICT alors parce que... Alors après, effectivement, il faudrait mais c'est l'État pourtant qui le pilote. Il faudrait pourquoi pas mettre une case travaux d'importance. Et ça serait pas plus mal d'ailleurs parce que ça éviterait de le faire 2 fois. Quoi. Bien sûr. Et j'ai vu qu'il y avait aussi la possibilité de faire des DT, DICT conjointes. Oui. Est-ce que dans les faits, c'est ce qui se passe? En fait, dans les faits, c'est ce qui se passe parce que les DT, les exploitants